Alors, imaginez un instant. Un pont énergétique, invisible, sous la mer Méditerranée. Un pont qui relierait l'immense potentiel solaire de l'Algérie à l'Europe. La question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut le construire, mais plutôt comment. Trois projets vraiment colossaux s'affrontent. Il y a un gazoduc historique qui refait surface, une autoroute électrique sous-marine tout droit sortie du futur, et puis la vision, très audacieuse, d'un réseau continental pour l'hydrogène. Allez, décortiquons ensemble ces trois grands paris sur notre avenir énergétique. Le choix est vraiment fondamental. Est-ce qu'on mise sur le transport de matières, comme le gaz ou l'hydrogène, à travers un pipeline, ou alors est-ce qu'on mise sur le transport d'énergie pure, les électrons, via un câble à haute tension? Chaque option, vous allez le voir, implique une technologie, des coûts et une vision du futur qui sont radicalement différents. On est à un véritable carrefour stratégique pour les décennies à venir. Il faut bien comprendre que ce bras de mer entre l'Algérie et l'Italie, c'est beaucoup plus qu'une simple étendue d'eau. C'est potentiellement l'artère vitale pour la sécurité énergétique et la décarbonation de toute l'Europe. L'Algérie, avec son soleil quasi illimité, est un partenaire absolument incontournable. La technologie qu'on choisira pour traverser cette mer, ce ne sera pas juste un projet d'ingénierie, ça va définir notre paysage énergétique pour les 50 prochaines années. Allez, commençons par la première voie, Galci. C'est le projet historique, un vrai serpent de mer qui refait surface après des années. Mais attention, on ne parle plus seulement d'un gazoduc classique. Sa nouvelle ambition, c'est de devenir un corridor multi-énergie, capable de transporter du gaz, de l'hydrogène et même de l'électricité. Rien que ça. Et l'histoire de Galci, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, lancé il y a plus de 20 ans, approuvé, puis abandonné, mis en sommeil et finalement relancé par la diplomatie. Ce parcours assez chaotique montre bien à quel point ces méga-projets sont complexes et surtout à quel point ils dépendent des volontés politiques et économiques du moment. On peut se demander, mais qui est derrière ce projet colossal? Eh bien, la structure de l'actionnariat est très parlante. On voit que l'entreprise algérienne Sonatrach détient la majorité des parts, mais elle est épaulée par de grands noms italiens de l'énergie. Cet équilibre, ça montre un engagement binational vraiment solide, une volonté claire de partager à la fois les risques et bien sûr les futurs bénéfices. Là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Il faut imaginer la prouesse technique. Poser un pipeline à presque 3000 mètres sous la surface de la mer, ce chiffre, à lui seul, il suffit pour comprendre l'ampleur et l'audace de l'ingénierie qu'il faudrait pour un tel projet. C'est vertigineux. Bon, malgré tout cet enthousiasme politique, il y a un mais, et il est de taille. L'avenir du projet reste en suspens. Pour l'instant, aucune décision finale d'investissement n'a été prise. Et surtout, la fameuse promesse de sa compatibilité avec l'hydrogène n'est pas encore techniquement documentée. Pour l'instant, Galci reste une ambition audacieuse, mais pas encore une certitude. Ok, on a vu la première voie. Maintenant, changement de décor complet. On abandonne les tuyaux et les molécules. La deuxième voie, Medlink, propose une vision radicalement différente. Une autoroute directe pour les électrons. Voyons voir comment ça fonctionne. Et là, la distinction, elle est vraiment fondamentale. Faut bien comprendre qu'on ne compare pas juste deux types de tuyaux. D'un côté, avec GLC, on déplace de la matière, des molécules de gaz. De l'autre, avec Medlink, on déplace de l'énergie pure, des électrons. Et ça implique des technologies, des marchés, des réglementations qui n'ont quasiment rien en commun. Alors 2 gigawatts, pour que tout le monde se représente bien l'échelle, c'est tout simplement énorme. C'est assez pour alimenter des millions de foyers. Et si on le ramène à la consommation d'un pays comme l'Italie, ça représente une part significative. Ça montre bien l'impact majeur que pourrait avoir cette seule et unique interconnexion. Et c'est là qu'on voit une grosse différence avec Galci. Medlink, lui, a déjà franchi des étapes réglementaires européennes très concrètes. Son inclusion dans ce programme spécial de l'Union européenne lui donne un statut beaucoup plus officiel et surtout, ça ouvre la voie des financements. C'est une avancée significative, même si, bien sûr, ça ne garantit pas encore sa construction. Par contre, là où ça coince un peu, c'est le calendrier. Le promoteur annonce 2027. C'est très optimiste. Les experts du secteur, de leur côté, rappellent que ce genre de chantier titanesque, ça dure souvent beaucoup plus longtemps. C'est une autre incertitude majeure à garder en tête. On arrive à notre troisième voie, qui est peut-être la plus disruptive de toutes. Parce que, et si la solution la plus intelligente, finalement, ce n'était pas de construire du neuf, mais de transformer ce qui existe déjà. C'est toute l'idée derrière ce projet, réutiliser les infrastructures existantes pour un carburant du futur. En fait, l'idée maîtresse derrière cette stratégie, elle est toute simple, mais elle est hyper puissante. Pourquoi construire un tout nouveau réseau quand on peut adapter celui qui existe déjà ? L'idée, c'est de convertir le vaste réseau de gazoducs européens pour qu'ils puissent transporter de l'hydrogène propre. C'est une façon de réutiliser très intelligemment des actifs qui valent déjà des milliards. Et concrètement, ça veut dire que la grande majorité de ce futur corridor d'hydrogène emprunterait des pipelines qui existent déjà
qui sont sous nos pieds aujourd'hui. Et ça, c'est un atout majeur pour sa faisabilité. Ça pourrait réduire drastiquement les coûts, les délais de construction et aussi minimiser l'impact environnemental de nouveaux chantiers. Ce chiffre, ce n'est pas un hasard. Il est directement aligné sur la grande stratégie européenne REPowerEU qui vise justement à importer massivement de l'hydrogène propre pour décarboner l'industrie et les transports. Ce corridor, c'est donc une pièce maîtresse de la vision énergétique à long terme de l'Union européenne. Mais attention, on pourrait croire que convertir un gazoduc, c'est simple. Eh bien, pas du tout. C'est un défi d'ingénierie absolument majeur. La molécule d'hydrogène est beaucoup plus petite et plus agressive que celle du méthane. Elle peut fragiliser l'acier, s'échapper par des joints qui semblaient étanches, et elle nécessite des compresseurs entièrement nouveaux. En gros, chaque composant du réseau doit être réévalué. Voilà, on a exploré ces trois futurs possibles. Maintenant, pour y voir plus clair, le mieux c'est de les mettre vraiment côte à côte, face à face. Quand on les met côte à côte comme ça, c'est là que ça devient super intéressant. On voit bien trois stratégies distinctes, avec des coûts, des calendriers, des niveaux de maturité très différents. Galsi, c'est une relance diplomatique. Medlink est sur la liste européenne des projets transfrontaliers, le fameux CREB. Et le South2 Corridor, lui, est déjà reconnu comme un projet d'intérêt commun, un PCI, qui est un label européen qui accélère les autorisations. Ce ne sont pas trois concurrents dans la même course, mais bien trois paris très différents sur l'avenir. Donc au final, on comprend bien que la question, ce n'est pas juste tuyau ou câble. C'est un choix entre des visions radicalement différentes de notre futur énergétique. La carte finale de l'énergie entre l'Afrique et l'Europe est très loin d'être dessinée. Et d'ailleurs, il est même possible que l'Europe décide de ne pas choisir et d'avancer sur plusieurs de ces fronts en même temps. Alors, gaz, électron ou hydrogène? La question, évidemment, reste ouverte. Ces trois projets ne s'excluent pas forcément les uns les autres, mais ils représentent des choix technologiques et stratégiques profonds. Le chemin qui sera finalement emprunté, lui, déterminera en grande partie le mix énergétique de l'Europe pour le milieu de ce siècle.